Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on est en train d'assister à la crise financière la plus forte de l'histoire? Je vais répondre à cette question en vous faisant une analyse fondamentale sur la base des informations dont on dispose aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous faire une analyse technique. Allez, on se retrouve juste après le générique. Let's go! Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est le taux d'inflation, donc le prix à la consommation. Je pense que vous l'avez tous remarqué avec le pétrole, les matières premières, le blé, etc., qui ne fait que monter. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi cette inflation ne fait que monter et pourquoi cette inflation va peut-être être la cause d'une crise dramatique qu'on pourrait vivre cette année, voire les quelques années qui viennent. Alors, cette inflation est expliquée par deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'injection massive des liquidités dans l'économie, donc beaucoup d'argent dans l'économie, une masse monétaire en circulation qui est juste énorme. Et la deuxième chose, donc, c'est la guerre en Ukraine. D'accord? Mais avant de vous parler de ça, il va falloir faire une petite mise en contexte. En 2019, avant même que le Covid arrive, on parlait déjà d'une potentielle, d'une probable crise financière qui doit arriver. Pourquoi? Parce que vous aviez des États qui empruntaient à des taux très bas, voire à des taux négatifs. D'accord? Moi, petit emprunteur, si je vais voir mon banquier pour lui demander un deuxième emprunt, la dernière chose qu'il va faire pour moi, c'est de m'attribuer un emprunt avec un taux plus bas ou négatif, parce que c'est risqué. Il ne va pas prendre ce risque. Eh bien, figurez-vous que des États continuent à emprunter de l'argent, même s'ils sont endettés, d'accord? Et continuent à emprunter de l'argent. Donc, on disait qu'une potentielle crise financière peut arriver. Cette crise financière n'est pas arrivée parce qu'on avait une crise économique. La différence entre les deux, c'est qu'une crise économique, on a tout simplement, à cause du Covid, débranché l'activité économique. On a arrêté de produire. Donc, on avait une crise économique et on l'a vu, les marchés ont littéralement chuté à la baisse. Et bien, les États, justement, pour pouvoir relancer l'activité économique, ont injecté des liquidités, donc une masse monétaire en circulation qui était juste énorme. Mais évidemment, on ne va pas le voir tout de suite parce que l'activité ne fait que monter et l'économie ne fait que croître, mais ça ne veut pas dire que l'économie va bien. D'accord? Aujourd'hui, on est en train de voir et de vivre les conséquences d'il y a 2 ans, les conséquences des politiques monétaires. Alors, je ne suis pas en train de critiquer ce que les États ont fait pendant le Covid, parce que je pense qu'en France, c'était les quoi qu'il en coûte, quelque chose comme 400 milliards qui étaient injectés dans l'économie. Je ne suis pas en train de critiquer ça parce que je pense sincèrement que sans ces mesures, il y aurait peut-être beaucoup de misère, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on s'attendait en fait à une inflation. Cette inflation a été encore amplifiée par la crise en Ukraine, donc la guerre en Ukraine, qui n'a fait que monter les prix, les produits énergétiques, hein, le pétrole, le gaz, etc. La question maintenant qui se pose, comment faire pour arrêter cette augmentation des prix à la consommation? Eh bien, la Banque centrale, pour empêcher cette augmentation de prix, elle va augmenter les taux d'intérêt. Le problème, c'est que les États auparavant finançaient le déficit par de l'emprunt. Parce que les déficits, c'est quoi? C'est juste la différence entre les dépenses et les recettes. Donc les dépenses publiques, c'est tout simplement les hôpitaux, l'infrastructure, la défense, etc. Et les recettes, c'est les impôts. D'accord? Et donc, par différence, il se trouve qu'ils ont plus de dépenses que de recettes. Donc, ils doivent financer ces dépenses par de la dette. Le coût de la dette était très faible, que les États se permettaient en fait d'emprunter de l'argent massivement. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le taux d'intérêt commence à monter. On a vu avec la Fed qui annonce une série d'augmentations des taux d'intérêt. Et donc, ces augmentations de taux d'intérêt vont avoir un impact sur les États. Pourquoi vont avoir un impact sur les États? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un État puisse emprunter de l'argent, il va devoir payer un peu plus d'argent. Donc, le coût d'emprunt devient plus important. C'est-à-dire que les États maintenant vont se poser la question, vont se dire, OK, moi j'ai envie d'emprunter de l'argent, mais le coût est plus élevé. Peut-être que je vais mener une politique de récession. Je vais réduire un peu les dépenses publiques. Le problème, c'est que quand on va réduire et on va mener et on va mettre en place une politique de récession, une baisse des dépenses publiques, etc., la demande va baisser. La demande va baisser. Et on le voit ici avec la consommation des ménages le premier trimestre qui a chuté de 1,3% au mars. Donc, on est déjà en train de vivre des premiers symptômes de la crise financière. Ensuite, quand cette demande baisse, l'offre va baisser avec. C'est-à-dire que si on a moins de demandes aujourd'hui, les entreprises vont devoir s'adapter. Et donc, l'offre
va baisser, les entreprises auront besoin de moins de main-d'œuvre et qui dit une demande qui baisse, une offre qui baisse, des investissements qui baissent et un chômage qui monte et donc une crise. Donc sur un plan fondamental, la crise financière est déjà là. Maintenant, sur un plan timing, il faut qu'on regarde, comme je vous ai dit, une analyse technique. Donc, comme vous le voyez ici, donc, moi, je prends le Nasdaq ou le S&P 500 comme un indice de référence, mais on peut prendre le CAC 40, on peut prendre le DAX, etc. Donc, comme vous le voyez ici, la crise Covid, hein, juste après cette crise, le marché ne fait que monter et c'est expliqué par la masse monétaire en circulation qui était juste énorme. Je vous rappelle que la masse monétaire en circulation entre 2020 et 2022 représente 50% de la masse monétaire en circulation sur 100 ans. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, l'inflation était déjà là. On savait qu'il y aura une inflation. On le savait déjà au préalable. Et comme vous le voyez, cette zone de résistance a été cassée en janvier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement où je vous ai dit que je suis déjà baissier sur les marchés. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une chute à la baisse et pour la première fois, on a cassé ce support. Pour la première fois, on a cassé ce support. On attend la confirmation, mais pour la première fois, on casse ce support, d'autant plus qu'on est sous la zone de neutralité. Pour moi, le premier objectif, ça va être l'objectif de 11 000, un peu 10 000, 11 000 pour le Nasdaq. Et ensuite, il pourrait aller jusqu'au 8 500. Ça, c'est le premier objectif. Si on regarde le S&P 500, donc le S&P 500, il a quasiment la même configuration que le Nasdaq. Vous voyez, le marché était super, super haussier et il a cassé ce niveau-là. C'était le moment où je vous ai fait une vidéo en vous disant que moi, je suis maintenant baissier sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, pour la première fois, le marché commence à sortir de son range et donc on attend une confirmation. Mais pour moi, le marché est baissier. On sort de cette zone de range, on a un RSI sous la zone de neutralité et on commence à avoir des volumes. Ça pue la merde. Le premier objectif pour moi, ça doit être déjà dépasser cette zone de rejet qui est de 4000. S'il la casse, moi j'estime qu'il pourrait aller jusqu'à 3500. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous apporter de la valeur. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis ciao les amis.